Ça s'est passé dans la salle de bain, un matin froid. J'essayais juste de prendre mon peignoir, accroché derrière la porte. C'est un geste qu'on fait 1000 fois, sans y penser. Mais ce jour-là, mes jambes, elles ont lâché, comme ça, sans prévenir. Je me suis retrouvée sur le carrelage, l'os de la hanche qui cognait. Pas de fracture, heureusement. Mais la peur, elle, a fracturé quelque chose en moi. Mon nom, c'est Geneviève Dubois. J'ai 72 ans. J'ai passé ma vie à coudre. Des robes de mariée, des costumes. Je suis une couturière. J'ai toujours été forte. Mes mains, elles ont tenu des aiguilles fines. Et ma fille, Céline, quand elle était bébé. Elles ont porté des sacs de course lourds, année après année, quand j'étais seule. Aujourd'hui, elles ne tenaient plus rien de lourd. Je vivais chez Céline et Marc, mon gendre. Une grande maison en banlieue, près de Quimper. J'étais veuve depuis 15 ans. Mes petits-enfants, Louis, 8 ans, et Margot, 4 ans, étaient ma seule joie. Quand Louis me demandait de le soulever, juste pour rire, je devais refuser. La honte me brûlait la gorge. Il me regardait avec une incompréhension totale. J'avais les muscles qui tremblaient, qui refusaient d'obéir. J'ai vu 4 docteurs, les uns après les autres. Ils ont tous dit la même chose, avec ce même ton vide de compassion. C'est la sarcopénie, Madame Dubois. La perte musculaire liée à l'âge. Il faut l'accepter. On n'a plus 20 ans. Ils m'ont donné des antalgiques, des pilules de calcium et de vitamine D. J'ai tout pris, pendant 6 mois. Rien n'a changé. Le dernier, un jeune homme pressé, m'a dit « Soyons honnêtes, je n'ai pas de solution miracle. Il vous faudra une canne très bientôt. » Je suis rentrée à la maison en pleurant. J'ai jeté cette canne dans le placard. Je ne voulais pas de cet objet. Quand on prend une canne, on dit adieu à l'indépendance. Je me suis réfugiée sur le canapé, terrifiée à l'idée de tomber à nouveau, à l'idée de finir dans un fauteuil roulant, puis dans une de ces résidences médicalisées, loin de mes petits-enfants. C'était la peur de l'inutilité, la peur d'être jetée. Céline, ma fille, a changé à ce moment-là. Elle ne me regardait plus avec la même affection. Son regard était celui d'une surveillante. Elle ne voulait plus que je fasse d'efforts. « Maman, tu dois te reposer. Fatima s'occupe de tout maintenant. » Fatima, notre cuisinière et femme de ménage portugaise, venait 3 fois par semaine. C'était une femme discrète, mais j'ai vite remarqué qu'elle avait des yeux vifs. Les jours où Fatima n'était pas là, Céline cuisinait pour moi. Des bouillons clairs, des purées sans saveur. Elle disait que c'était mieux pour ma digestion, plus léger. Je mangeais ces repas insipides. Et plus Céline prenait soin de moi, plus je m'enfonçais dans le canapé. Je perdais ma force plus vite que jamais. Je prenais aussi mes gélules de vitamines. Et surtout, cette poudre protéinée qu'elle mélangeait à mes jus. Elle me disait « Ça, c'est important, maman. C'est pour reconstruire tes muscles. » J'essayais de me convaincre. Ma fille unique, mon bébé que j'avais élevé seule, ne pouvait pas vouloir me faire du mal. Elle était fatiguée, stressée. Il faut savoir lâcher prise. J'ai toujours entendu ça. C'était normal qu'elle veuille que je me repose. Mais les doutes s'accumulaient. Je remarquais une chose étrange. Les jours où je me sentais le plus mal, les vertiges les plus forts, c'était toujours après ce fameux verre de protéines de Céline. Je me disais, je deviens paranoïaque, je perds la tête. Mon corps parle. Mais est-ce que ma tête comprend bien? Céline parlait de plus en plus de sa cousine, qui est si bien dans sa résidence spécialisée. Elle insistait sur la sécurité, le personnel qualifié. Elle prétendait que c'était pour mon bien, pour ma propre sécurité, car je tombais trop. Un après-midi, j'étais étendue sur le canapé. Je faisais semblant de dormir profondément. Céline et Marc, mon gendre, chuchotèrent dans le salon. Je n'entendais pas tout, mais j'ai compris l'essentiel.
Elle est de plus en plus faible, Marc. C'est parfait. Le gériatre ne s'est pas opposé. De toute façon, elle ne tiendra plus longtemps ici, à tomber partout. Chuchota Céline. Sa voix était froide. Pas de chagrin, juste de la froideur. Marc a répondu, la voix basse. « Fais vite, Céline, plus vite. J'ai besoin de ma part pour couvrir mon prêt. » J'ai entendu le mot « prêt » et le mot « faible », comme une victoire. Je n'ai pas pu m'empêcher de tousser, un petit bruit sec. Ils ont cessé de parler immédiatement. Quand Céline est venue me voir, elle a esquivé mon regard. L'image de leur connivence, la façon dont elle avait parlé de ma souffrance comme d'un parfait progrès, m'a frappé plus fort que n'importe quelle chute. Ma fille parlait d'abandonner sa propre mère. Mon Dieu, elle parlait de vendre la maison de mes souvenirs, la maison à 400 000 € qu'on avait achetée ensemble. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Peut-être que mon esprit me jouait des tours, peut-être que je me trompais, que j'interprétais mal ce que j'avais entendu. Le lendemain, Fatima était dans la cuisine. Je suis allée chercher un verre d'eau, faisant beaucoup de bruit, avec mes pas chancelants, pour qu'elle pense que je n'étais qu'une vieille femme affaiblie. La cuisinière était dos à moi, en train de ranger le garde-manger. Elle ne m'a pas vue arriver. Elle tenait la boîte de compléments alimentaires que Céline m'obligeait à prendre tous les jours, celle avec la poudre protéinée. Fatima a sorti un petit sachet en plastique transparent qu'elle avait caché dans sa poche. Elle l'a tenu à côté de la boîte. La poudre dans le sachet était plus blanche, plus farineuse que ce qu'il y avait dans la boîte. Elle a regardé les deux, puis elle a murmuré quelque chose dans sa langue que je ne comprenais pas, en secouant la tête. C'était une expression de profonde tristesse ou de rage silencieuse. Elle a remis le sachet dans sa poche juste avant de se retourner et de me voir. Elle a sursauté, un éclair de panique dans ses yeux. Elle a souri de façon trop forcée, un sourire qui ne venait pas du cœur. C'était le sourire de quelqu'un qui cachait un terrible secret lié à ma santé. Elle m'a regardée, l'air horrifié d'avoir été surprise. Je me suis penchée sur le comptoir, mon cœur battant la chamade. J'ai senti mes jambes trembler, non pas de faiblesse, mais de choc. Que contenait ce sachet? Et pourquoi Fatima avait-elle l'air si effrayée, en le comparant à ce que Céline me forçait à prendre tous les jours pour aller mieux? Ma fille n'attendait pas seulement que je sois incapable de marcher. Ma fille préparait déjà les papiers pour me faire interner, mais ce n'était pas tout. J'ai réalisé que ma perte de force n'était pas le fruit du hasard. J'ai compris avec une terreur froide qu'il n'y avait pas de hasard dans ma chute. Quelqu'un était en train d'accélérer la fin, et ce quelqu'un vivait sous mon toit. Je me suis retrouvée devant Fatima, le cœur qui cognait dans ma poitrine. La panique dans ses yeux était le seul miroir de ma peur. Elle avait vu quelque chose. Elle savait quelque chose. Et ça me tenait à cœur de le découvrir. J'ai fait semblant d'avoir un vertige pour ne pas qu'elle voie que je l'observais vraiment. J'ai posé ma main sur le comptoir, tremblante. Elle m'a demandé en français maladroit si j'allais bien. J'ai dit oui, juste un peu fatiguée. J'ai avalé mon verre d'eau et je suis retournée sur mon canapé. Je ne pouvais plus faire confiance à Céline. Ce n'était plus de la fatigue ou du stress. C'était de la froideur. Une froideur de pierre. Le mot « parfait » qu'elle avait utilisé pour parler de ma faiblesse me revenait en tête sans cesse. Je me sentais devenir folle. Je me demandais si j'interprétais mal, si c'était juste l'effet des antalgiques. Mais il y avait des coïncidences. Les jours où je buvais le jus de Céline avec la poudre, j'avais les pires vertiges, les pires nausées. Les jours où Fatima était là et me donnait une de ses soupes épaisses et parfumées, loin des bouillons de ma fille, je me sentais à peine un peu mieux. Rien de flagrant, mais une petite différence dans la façon dont mes muscles tremblaient. J'ai commencé à surveiller Céline sans qu'elle s'en doute. Je faisais exprès de dormir pour voir si elle me regardait. Son regard était vide, comme si j'étais un meuble. Elle ne me touchait plus, sauf pour m'aider à me lever, et même là, son aide était trop pressée.
Un jour, j'ai fait semblant de chercher mes clés. J'ai tenté de soulever un petit sac de course pour faire croire que je voulais sortir. Mes jambes ont lâché immédiatement. Je suis tombée sur mes genoux, la tête qui tournait si fort que j'ai cru vomir. Louis, mon petit-fils de 8 ans, s'est mis à pleurer, effrayé. Céline a couru vers moi, mais elle n'a pas montré de tendresse. « Maman, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Tu ne dois plus faire ça. C'est dangereux. Tu vas te briser une hanche. » La réprimande n'était pas celle d'une fille inquiète. C'était la colère d'une propriétaire contre une chose qui s'abîme et lui coûte de l'argent. Ce jour-là, la peur a cédé la place à une colère lente. Une colère qui me rappelait que je devais garder la tête froide. Je devais agir, et vite. Je ne pouvais me confier qu'à Fatima. Elle était la seule personne à avoir vu le secret, et la seule à m'avoir regardé avec de la pitié dans les yeux depuis des mois. Il n'y avait pas de hasard. Je devais aller à l'essentiel. J'ai attendu 2 jours, le temps que Marc soit au travail et Céline partit faire les courses. J'ai vu Fatima dans la cuisine, en train de repasser les chemises de Marc, son transistor jouant doucement une musique portugaise que je trouvais jolie. J'ai marché lentement, faisant attention à ne pas faire de bruit. Fatima était concentrée. Je me suis postée derrière elle. « Fatima !» J'ai chuchoté en français, ma voix tellement tremblante qu'elle ressemblait à celle d'une petite fille. « Ce sachet, qu'est-ce que c'est ?» Fatima a sursauté, lâchant le fer à repasser sur la planche. Elle a éteint le transistor et a regardé partout, les yeux effrayés. Elle savait qu'elle prenait un risque énorme en parlant. Elle était femme de ménage. Elle avait besoin de cet argent. « Madame Geneviève, vous ne devriez pas... Je peux perdre mon travail. » Fatima. « Ma fille prépare des papiers. Ils veulent me faire interner. Je n'arrive plus à me lever. Je sais que quelque chose ne va pas. Elle m'enlève ma force. Vous devez me dire la vérité. » Elle a regardé le sol, puis moi. Son visage s'est défait. Elle a dit oui, doucement. Elle a avoué qu'elle avait été infirmière auxiliaire au Portugal, une aide-soignante. Elle savait ce qu'il fallait pour les personnes âgées. Madame Céline est maligne. Elle sait que pour la maladie de vos muscles, il vous faut beaucoup de protéines. Entre 1,2 et 1,5 g par kilo de votre poids. Par jour. Elle a pris le petit sachet dans sa poche. Elle l'a mis sur le comptoir, à côté de la boîte de protéines que Céline m'avait laissée. Au début, elle achetait un complément très cher, de bonne qualité, riche en leucine. Ça, c'est ce que votre corps réclame pour refaire les muscles. Mais regardez. Elle a ouvert la boîte et a comparé la poudre dedans avec celle du sachet. Ça, madame, c'est de l'amidon de pomme de terre, c'est-à-dire de la fécule. Et un peu de sucre. Céline vide la boîte de vraies protéines que vous voyez et elle l'a remplie avec ça. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. C'était pire que je n'avais imaginé. 0 nutriments pour vos muscles, 0 leucine. Vous buvez du sucre. C'est pour ça que vous perdez toute force. Elle vous affame doucement. Elle m'affamait, ma propre fille. Je n'ai pas pleuré. La douleur était trop forte, trop froide pour les larmes. Fatima a continué, parlant presque sur le ton d'un rapport médical pour me donner la preuve. Céline m'a dit de faire beaucoup de purée et de bouillon sans rien dedans. Ces plats sont faciles pour l'estomac, oui, mais ils n'atteignent jamais les 25 grammes de protéines dont vous avez besoin à chaque repas pour que les muscles se réveillent. Elle fait semblant de vous soigner, mais elle vous sous-alimente volontairement. C'est pour le bien de la maison, n'est-ce pas? La maison de 400 000 € qu'elle veut vendre pour ses dettes. J'avais la preuve du méthode. Céline n'attendait pas que la maladie fasse son travail. Elle aidait la maladie. Elle substituait ma nourriture essentielle par du vide. Elle m'empoisonnait avec le sucre pour me rendre encore plus faible. La découverte de la trahison fut une douleur bien plus vive que ma chute dans la salle de bain. C'était la perte de ma fille, ma petite Céline. Le deuil de la relation mère-fille s'est fait en 1 seconde.
Ce n'était pas une fille fatiguée, c'était un monstre. J'ai pris le sachet d'amidon de Fatima. Il était froid et léger. Je l'ai serré très fort. Pourquoi m'as-tu montré ça, Fatima? J'ai réussi à demander. Au début, je ne savais pas. Elle m'a juste donné les instructions. Puis j'ai vu la différence entre les poudres. J'ai vu comment vous trembliez en essayant de vous lever. Et j'ai vu l'amour dans les yeux de vos petits-enfants, madame. Je ne peux pas. J'ai pris une grande inspiration, le nez pincé pour retenir les sanglots. C'était le moment de choisir. Pleurer, m'effondrer et attendre l'hospice, ou me battre. J'ai choisi de me battre, pour Louis et Margot. Fatima, je dois me rétablir. Et vite. Que puis-je faire? Ils veulent que je signe les papiers dans quelques semaines. Ils croient que je suis faible. Je dois retrouver ma force. Fatima est devenue soudainement une infirmière. Elle s'est assise avec moi à la table de la cuisine et a écrit sur un vieux reçu de boulangerie. Elle a utilisé des mots simples, presque des codes, pour que Céline ne puisse pas comprendre si elle le trouvait. Elle m'a expliqué que mes muscles avaient faim. Les antalgiques et la vitamine D que les médecins me donnaient étaient inutiles si je n'avais pas les briques pour construire. « Madame, il nous faut un protocole. On l'appelle le protocole anti-sarcopénie avec 5 graines A. C'est ce que les nutritionnistes français recommandent aux personnes âgées. C'est la seule chose que Céline ne contrôle pas encore, car elle ne connaît pas les détails. » Elle a pointé les mots sur le reçu. Il faut ces graines. Elles apportent la protéine, le magnésium pour la contraction et les oméga 3 pour calmer l'inflammation de vos muscles. Elle a expliqué les 5 choses. Graines de courge grillées, 30 grammes par jour. C'est le magnésium pour que vos muscles puissent bouger, et le zinc. Graines de lin et à graines de chia. 2 cuillères à soupe de chaque, tous les jours. Celles-là, il faut les moudre, juste avant, ou les laisser tremper 20 minutes. Sinon, ça ne marche pas. Ça, c'est contre la douleur des articulations. J'écoutais, la tête claire pour la première fois depuis des mois. J'étais une couturière. Je savais coudre une nouvelle vie avec des petits morceaux. Et le plus important, les graines de chanvre. Elles sont toutes petites, mais elles sont des protéines complètes. 10 grammes par jour suffisent. Facile à mettre dans les purées. Et enfin, un peu de amarante et de grenade. Le jus de grenade pour les polyphénols, pour que le sang coule mieux dans vos jambes. Je regardais la liste. Ma fille me volait la protéine. Fatima me donnait le secret pour la récupérer. Mais comment faire? Céline regarde tout ce que je mange. Nous allons faire ça en secret, madame. On fera semblant. Fatima a souri. Un vrai sourire, celui-là. Le plan était simple, mais risqué. Je devais redevenir forte en moins de 3 semaines, car le temps pressait. J'ai commencé ma guerre silencieuse, immédiatement. Fatima a utilisé une partie de mon argent de poche. Céline ne contrôlait pas encore ça, pour acheter un petit stock de graines, d'huile de colza et des œufs de ferme, qu'elle cachait dans une vieille boîte à biscuits vide, loin derrière le garde-manger. Mon objectif était de retrouver assez de force pour me lever, marcher 10 minutes sans vertige et surtout avoir l'esprit clair pour parler au notaire. Un pas après l'autre. Chaque jour, Fatima dissimulait les 30 grammes de graines de courge grillées et les 10 grammes de graines de chanvre dans les petites portions de purée que Céline me servait. Je devais manger la purée lentement, en faisant des grimaces pour qu'elle croie que je n'avais pas faim. Le plus difficile, c'était le lin et le chia. Céline était toujours dans les parages. J'ai fait semblant d'avoir soif d'une eau minérale très spécifique, une autre source riche en calcium, plus de 1200 mg par litre, en prétextant que les médecins avaient dit que c'était bon pour mes os. C'était la seule chose que Céline me laissait acheter sans discuter. Dans la salle de bain, je prenais les graines de lin fraîchement moulues
et les graines de chia trempées dans un petit verre d'eau, comme si c'était un médicament. C'était mon remède secret. Céline, convaincue que l'amidon dans mes jus m'affaiblissait, pensait que le manque de protéines me rendait confuse et faible. J'ai joué le jeu à la perfection. Je m'agrippais plus fort aux meubles. Je gémissais quand je me levais. Je parlais de façon décousue des fois. Mais en moi, je sentais le changement. Après 1 semaine de ce régime, le 3e jour, j'ai remarqué que mes jambes ne tremblaient pas plus autant. J'ai osé un petit test secret. J'ai utilisé mon vieux pèse-personne. Mon poids n'avait pas bougé, mais Fatima m'a dit que c'était bon signe. C'était le muscle qui revenait et qui était plus lourd que la graisse que j'avais perdue. Au bout de 10 jours, ma tête s'est éclaircie. La confusion que Céline attribuait à ma vieillesse venait sans doute de la sous-alimentation et des vertiges. Maintenant, je pouvais me concentrer. J'ai cherché mon vieux téléphone portable, celui que j'utilisais avant que Céline ne m'achète un modèle trop compliqué. Il était dans ma boîte à couture. Chaque soir, je prenais des photos. La boîte de protéines contrefaite, le sachet d'amidon dans une enveloppe scellée, et même le reçu avec le protocole de Fatima. Je voulais des preuves. « Il n'y a pas de hasard », me disais-je. Il n'y avait que des preuves. J'ai trouvé le document clé. Céline l'avait laissé traîner sur le bureau de Marc. Une demande d'expertise gériatrique urgente, mentionnant mes chutes répétées et ma confusion cognitive. Ce rapport accablant serait utilisé pour prouver que j'étais incapable de gérer la maison estimée à 400 000 € et mes propres soins. Alarmée par le fait que je ne tombais plus autant, même si je simulais l'effort, Céline est devenue nerveuse. Son plan n'avançait pas assez vite. Un soir, j'étais couchée sur le canapé. Je faisais semblant de dormir profondément. J'ai entendu Céline et Marc dans le salon. « Elle est trop lente à mourir de faim, Marc. Le notaire vient la semaine prochaine. Si elle ne peut pas se lever seule pour signer son consentement à la tutelle, ça passera. Mais si elle se rétablit... Accélère. Donne-lui plus de cette poudre. Et moins de bouillon. Ça ne doit pas traîner. J'ai besoin de ma part pour couvrir mon prêt, » a répondu Marc, la voix tendue. Le lendemain, mon verre de protéines était plus épais, plus pâteux. L'odeur était encore plus fade. Elle avait augmenté la dose d'amidon pour m'achever plus vite. La confirmation était totale. J'ai avalé mon verre, lentement. Mais ce n'était plus l'amidon qui faisait effet. C'était la rage. J'avais maintenant atteint les 1,4 g de protéines par kilo. Nécessaire, sans qu'elle le sache. Ma force revenait chaque jour, même si elle essayait de me priver du reste. 18 jours s'étaient écoulés depuis le début du protocole. J'avais besoin de 90 jours pour un rétablissement complet, mais je n'avais que quelques jours pour prouver ma lucidité. Je pouvais maintenant me lever du canapé sans m'agripper, sans faire de bruit. Je sentais mes muscles, mes cuisses, qui répondaient. Le téléphone sonna. C'était Céline, faussement joyeuse. « Maman, bonne nouvelle. Le notaire, maître Leroux, vient demain à 14 h. Pour finaliser les papiers de l'expertise et discuter de ta tutelle. Tout sera réglé. » J'ai pris ma voix de vieille femme fatiguée. « Très bien, ma chérie. Je serai au salon. Je n'arrive pas à marcher beaucoup aujourd'hui. » Elle a raccroché, convaincue qu'elle avait gagné, que sa mère était au seuil de l'incapacité mentale et physique. Mais alors que je me dirigeais vers la cuisine pour préparer ma dernière ration secrète de graines de grenade, je me suis arrêtée. J'ai aperçu la pochette de Céline sur la table basse. Elle contenait les papiers de tutelle. Glissé dessous, il y avait un autre document, vierge, mais rempli en partie. C'était le formulaire de renoncement à l'héritage de ses propres enfants, Louis et Margot. Elle ne voulait pas seulement la maison de 400 000 €. Elle voulait s'assurer que si jamais il restait quelque chose après ma mort et la vente de la maison, mes petits-enfants, dont elle avait la garde, n'en héritent jamais. Elle volait tout.
La trahison n'était plus seulement envers moi, c'était envers mes bébés. J'ai senti une force nouvelle dans mes jambes, une force que je n'avais jamais connue. Je me suis redressée, j'ai sorti mon vieux téléphone de ma poche et j'ai activé la fonction d'enregistrement. Le lendemain, à 14 heures, Maître Leroux ne trouverait pas une femme incapable, mais une guerrière. J'ai mis le sachet d'amidon dans une enveloppe. Il fallait que je le garde bien. Fatima et moi avions bien travaillé. La couturière avait rassemblé tous les fils de la trahison. Il manquait juste de les couper, devant tout le monde. Ma fille croyait que je ne pourrais pas me lever. Elle se trompait. Demain, à 14 heures, elle verrait de quel bois se chauffe une vieille femme qui a retrouvé sa force. Le plan de Céline était prêt. Elle devait signer mon arrêt de mort financier et mon internement. Mais, la veille de l'expertise, j'avais une force que je n'avais pas eue depuis des mois. J'avais écouté mon corps et il m'avait répondu. Demain, Céline verrait que la vieille femme qu'elle avait tenté d'affamer était non seulement debout, mais armée de preuves. Le temps de la faiblesse était fini. Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Il était 14 heures. L'horloge ancienne du salon sonna, un carillon clair et solennel. Le soleil de février inondait la pièce, révélant la poussière sur les meubles. J'étais assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture, feignant l'épuisement. Céline entra en premier, suivie de Marc, tous deux revêtus de leur meilleur costume, l'air trop détendu, trop assuré. Derrière eux, Maître Leroux, le notaire guindé, tenait une mallette en cuir. Céline s'approcha, son sourire mielleux m'écœurant. « Maman, tout va bien se passer. Nous allons juste signer ces documents pour que l'expertise de tutelle soit finalisée. C'est pour ta sécurité, tu comprends ?» Elle fit un signe au notaire. « Avant de commencer, maître, » dis-je. Ma voix était basse, mais elle ne tremblait pas. Je crois que nous avons d'autres personnes à accueillir. Céline fronça les sourcils. La porte de service de la cuisine s'ouvrit. Entrèrent d'abord Fatima, qui portait une chemise neuve et qui tenait une petite enveloppe. Puis le docteur Fournier, un gériatre de Rennes que j'avais contacté grâce à Fatima. Et enfin, le capitaine Lefebvre, de la police judiciaire de Quimper. L'officier se positionna près de la sortie. Céline devint livide, sa bouche s'ouvrant, mais aucun son n'en sortant. Marc fit un pas en arrière, heurtant un buffet. Je me levai alors. Je me levai sans m'aider de mes mains, sans m'agripper au canapé, sans un gémissement. La couverture tomba sur le sol. Mon dos était droit, mes jambes fermes. 18 jours de protéines et de graines avaient fait leur travail. Je n'étais plus la vieille femme courbée et diminuée qu'ils s'attendaient à voir. La stupeur se lisait sur les visages de Céline et Marc. « La plaisanterie, Céline, est celle que tu as faite durer 6 mois. » Commençai-je, m'avançant vers la table. Je me déplaçais avec une force que je n'avais pas eue depuis mes 60 ans. Je tendis la main vers Fatima. « Apporte-moi le sachet, s'il te plaît. » Fatima posa sur la table l'enveloppe contenant le sachet de poudre blanche que j'avais récupéré. J'ouvris l'enveloppe. « Maître Leroux, vous vouliez m'évaluer pour la tutelle. Voici ma première preuve de lucidité. Ma force est revenue. Pourquoi ? Parce que ma fille, Céline, a substitué le complément protéiné essentiel à ma récupération contre la sarcopénie par de la poudre d'amidon et de la maltodextrine. 0 leucine, 0 nutriments. Elle m'affamait intentionnellement tout en faisant semblant de me soigner. Je posai sur la table mon vieux téléphone, activant la fonction haut-parleur. La voix de Marc et de Céline, enregistrée 3 jours auparavant, remplit la pièce. Elle était métallique, inconfondable. « Elle est trop lente à mourir de faim, Marc. Le notaire vient demain. Si elle ne peut pas se lever seule pour signer son consentement à la tutelle, ça passera. Mais si elle se rétablit,
Accélère. Donne-lui plus de cette poudre. Ça ne doit pas traîner. J'ai besoin de ma part pour couvrir mon prêt, répondit Marc. Un silence épais s'installa. Le notaire maître Leroux, assis, était horrifié. Il regardait Céline et Marc, les traits tirés. Le docteur Fournier, le gériatre, s'avança. Il tenait mon dossier médical. J'ai analysé cette poudre. Elle est inutile pour la synthèse musculaire. Pour inverser sa sarcopénie, Madame Dubois avait besoin de 1,2 à 1,5 g de protéines par kilo par jour. Elle recevait l'équivalent d'un régime de famine pour une personne de son âge. Ces pratiques sont délibérées et dangereuses. Il pointa la table. Mais, grâce à son protocole secret de graines, Geneviève a non seulement survécu, mais s'est rétablie. En 18 jours, sa masse musculaire a augmenté de 1,8%, lui redonnant son autonomie. Le coup de grâce vint ensuite. Je pris l'autre document que j'avais trouvé la veille. Je le tendis au notaire. Et voici la vraie motivation. Ce n'était pas mon bien-être, ni la maison de 400 000 € seulement. Je montrai le formulaire. C'est le formulaire de renoncement à l'héritage de ses propres enfants, Louis et Margot. Elle voulait s'assurer que même après avoir vendu ma maison, mes petits-enfants, dont elle avait la garde légale, n'héritent d'absolument rien de moi. Elle volait tout. Marc tenta de se lever, son visage déformé par la panique. Le capitaine Lefebvre fit un pas vers lui, le stoppant net. Céline, voyant son plan s'effondrer, s'effondra elle aussi. Elle rampa sur le tapis, tentant de saisir le bas de ma robe. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis ta fille. J'étais submergée par les dettes. Marc me harcelait. Pense à Louis et Margot. » Elle hurlait. Ses larmes étaient abondantes, mais son regard restait froid. Elle essayait le dernier recours, la manipulation. Je me reculais d'un pas, l'expression imperturbable. J'avais supporté ces mensonges pendant 6 mois. « Penser à Louis et Margot ?» demandai-je, ma voix cristalline et dure. « Tu as pensé à eux quand tu as rempli ce papier pour leur voler leur futur ?» Je la fixais, coupant le lien de sang avec la précision d'une paire de ciseaux. « J'ai passé ma vie à coudre, à travailler, à suer sur des tissus pour t'offrir un avenir décent. Tu as tenté de m'enterrer lentement, avec de l'amidon pour une maison de 400 000 €. Tu as cessé d'être ma fille, le jour où tu as fait ce calcul. Je ne te reconnais plus. » Le capitaine Lefebvre s'approcha de Céline, tandis qu'un autre officier arrivait pour Marc. « Céline Dubois et Marc Dumas, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, aggravée par ascendance et fraude. Vous avez le droit de garder le silence. » Les menottes claquèrent. Le bruit sec résonna dans le grand salon. Céline, hurlant et se débattant, fut emmenée. Marc fut traîné dehors, marmonnant des dénégations que plus personne n'écoutait. Maître Leroux, le notaire, resta un moment pétrifié. Puis il annula immédiatement les papiers de tutelle et d'expertise, restaurant mon statut légal. La façade de la famille parfaite était brisée à jamais. Le scandale fut immense dans la région de Quimper. Céline et Marc furent jugés et condamnés lourdement. Céline écopa de 8 ans de prison ferme pour tentative d'homicide aggravé et fraude. Son statut d'infirmière auxiliaire qu'elle utilisait parfois pour des piges étant révoqué définitivement par l'ordre. Marc fut condamné à 5 ans de prison pour complicité et fraude. Les deux furent condamnés solidairement à me payer qu'aux 250 000 €. De dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, la somme qui restait de la valeur de leur patrimoine après la liquidation de leurs dettes. Leurs rêves financiers se sont écroulés, et ils perdaient non seulement la maison qu'ils espéraient pas vendre, mais aussi tout ce qu'ils possédaient. L'impact social fut terrible. La communauté entière de Quimper apprit la vérité. Leur histoire fut celle d'une cupidité effrayante. Louis et Margot, mes petits-enfants, furent placés sous ma garde légale.
L'ensemble de la famille coupa les ponts avec Céline et Marc. Ils sont isolés aujourd'hui, purgeant leur peine, sans visite. 2 ans s'étaient écoulés. J'avais maintenant 74 ans, mais je n'étais plus la femme diminuée qu'on avait tenté de m'imposer. Je me levais tous les matins, à 7 heures. J'avais retrouvé mon poids de forme. Mes muscles étaient robustes. Je marchais désormais 5 kilomètres chaque matin et n'avais plus besoin d'antalgiques. Le docteur Fournier, devenu un ami, avait confirmé que ma densité musculaire et osseuse était comparable à celle d'une femme de 20 ans, ma cadette, grâce à l'apport ciblé des graines de chanvre pour les protéines et des graines de courge pour le magnésium. Le protocole de Fatima avait inversé le vieillissement. J'avais décidé de faire de cette trahison une mission. Avec l'indemnisation obtenue, j'avais créé l'association Les Graines de l'Espoir. La grande maison que Céline voulait vendre pour ses dettes était devenue le siège de mon œuvre. Nous organisions des ateliers de nutrition pour les seniors, enseignant l'importance d'une alimentation riche en protéines complètes et comment identifier les signes subtils de la sous-alimentation ou de l'abus. Fatima, devenue ma confidente et assistante, dirigeait les ateliers de nutrition, traduisant le langage médical en conseils simples pour les personnes âgées. Nous avions déjà aidé plus de 200 familles dans la région. Louis, qui avait maintenant 10 ans, et Margot, 6 ans, m'aidaient à préparer les sachets de mélange de graines pour nos participants. Je regardais par la fenêtre de mon salon, où, au lieu des chuchotements de la trahison, résonnaient les rires de mes petits-enfants. J'étais redevenue la couturière, celle qui réparait ce qui était cassé. Céline avait voulu me jeter pour 400 000 €. Au lieu de cela, j'avais retrouvé une indépendance et un but que j'avais perdu de vue pendant des années. J'avais appris que la vraie faiblesse n'était pas la perte musculaire, mais l'incapacité à se défendre. Aujourd'hui, ma vie était pleine. Je n'avais plus peur. Je vivais pour mes petits-enfants et pour toutes les autres mères qui avaient des besoins d'une voix. Je me dirigeais vers la cuisine, prenant un grand bol de purée enrichi de graines de chanvre pour mon déjeuner. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la fenêtre, illuminant la poussière dorée des graines sur le comptoir. Céline avait planifié de me faire mourir de faim pour s'enrichir, laissant mes muscles s'atrophier dans le silence. Aujourd'hui, je suis forte et libre, et cette maison qu'elle rêvait de vendre est devenue le refuge et l'arme de mon salut, la vengeance la plus complète. Est celle qui se construit grain par grain, avec la force que l'on retrouve en soi. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.